Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à Serge Romana et au CM98. Serge Romana, vous êtes professeur de médecine généticien à l'hôpital Necker. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre cause que vous défendez, donc le CM98. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du CM98? C'est le CM98 qui défend une cause. Le CM98, oui. Non, je voulais dire que c'est pas le président de CM98 qui défend le CM98. C'est le CM98 qui défend la cause. Qui défend une cause, et il défend la cause de la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est l'objet unique, en fait, dans les statuts de cette association. Elle défend la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est-à-dire, elle défend la mémoire de ces centaines de milliers de personnes et millions dans le monde qui ont vécu l'enfer de l'esclavage, qui a été qualifié crime contre l'humanité. Et pourquoi elle défend cette mémoire? Elle cherche en fait à faire que cette mémoire ne soit pas honteuse, ne soit pas oubliée, ne soit pas raturée, comme elle l'a été de très 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 nombreuses années dans nos pays où les descendants ont eu honte parce que c'était tellement difficile de supporter ça. Et donc la cause du CM98, sa mission a été de rechercher ces personnes, de faire en sorte d'abord que les descendants n'aient plus honte de leurs aïeux, leurs parents, de faire justement que ces personnes soient considérées non pas comme des esclaves, mais comme des parents qui ont vécu l'esclavage, et de faire en sorte que cette mémoire également soit respectée par les autorités, qu'elles soient dans nos pays, mais les autorités gouvernementales, mais aussi de l'État français. Ça a été donc, c'est le travail du CM98, donc réhabiliter cette mémoire auprès des descendants et la faire respecter par les autorités de ce pays. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas venu seul, nous avons la présence du docteur Marie-Antoinette Séjean qui est avec nous, bienvenue. Et aussi madame, je vous laisse vous présenter. Viviane Romana, je suis une des fondatrices du CM98 et membre du conseil d'administration. Merci. Alors, vous, téléspectateurs qui nous regardez, donc le numéro de téléphone s'affiche, le 09 53 54 62 72. N'hésitez pas d'appeler pour poser vos questions. Donc, Serge Romana pourra répondre, sera là. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Une question, Serge Romana, vous avez pris la décision d'entamer une grève de la faim le 13 janvier dernier, apparu devant le Sénat. Oui, j'ai effectivement... Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, j'ai fait une grève de la faim qui a duré 6 jours, donc qui a commencé le vendredi 13 janvier. Alors cette grève de la faim a été motivée par, est une réaction, est un acte de résistance, après avoir été extrêmement touché par un acte totalement perfide d'un sénateur de Guadeloupe, M. Félix Desplan, qui, de façon unilatérale, sans connaître les arguments contre, a pris une décision d'éliminer un article, l'article 20A, qui était contenu dans la loi égalité réelle, qui avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Article 20A qui, quelque part, consacrait le travail fait pendant 20 ans par toute une communauté, la communauté antillaise, vivant donc en France hexagonale, et qui consacrait en particulier le mot victime dans la loi, c'est-à-dire intégrer le mot honorer la mémoire des victimes dans la loi commémorative, et qui intégrait 2 dates nationales en respectant les dates de chacun des pays, qui ne bougeaient pas, mais qui intégrait la date du 10 mai comme une date où on commémorait l'abolition de l'esclavage et tous les combats qui aboutirent à l'abolition de l'esclavage, et où on commémorait le 23 mai comme la journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage. Alors, puisque nous avons parlé de grève de la faim, je vais m'adresser au médecin qui est avec nous, d'accord? Docteur, pouvez-vous nous parler un peu suite à cette grève de la faim, pouvez-vous nous parler de l'état de santé de Serge Romana? Aujourd'hui, je pense que Serge a récupéré. C'est une grève de la faim, il faut savoir que c'est éprouvant dans un double contexte. Il y a premièrement le contexte physique, puisque vous arrêtez de vous nourrir. Donc, c'est tout simplement puisque l'organisme n'a plus suffisamment d'énergie, donc il n'est plus capable d'assumer ses fonctions naturelles, de bouger, etc. Et l'autre contexte est un contexte d'ordre émotionnel, parce que c'est quand même une grande décision.
Moi, en tant que médecin, j'ai été sollicitée par Madame Romana. Alors, si vous me permettez, nous allons partir vers le téléphone. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Tout le monde sur le plateau, bien sûr. Votre prénom, s'il vous plaît. Donc, j'ai rien à cacher, je ne parle pas à visage allô couvert. Allô? Oui, bonjour, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, je suis Philippe Pilotin. Donc, je ne parle pas à visage caché, parce que, bon, je connais la cause que mène Serge depuis bien des années et le CM 98. Oui. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que Serge mène un combat qui est honorable, puisque je crois que nous sommes les premiers sur la France métropolitaine à défendre cette cause. Mais je voudrais que Serge lui pose une question qui me chagrine depuis des années, moi qui ai vécu un peu partout en Afrique, que ce soit Côte d'Ivoire, Gabon, Djibouti, Tchad, etc. Je trouve que les représentants de ces pays-là devaient se battre aussi à côté de Serge Romana, pour pouvoir faire reconnaître l'esclavage, parce que il ne faut pas oublier que nos ancêtres venaient de ce continent. Et je trouve pour un grand continent de cette taille-là, où il y a toutes les richesses du monde, que nous ne sommes pas capables de pouvoir s'associer, qui s'associe avec nous, les Antillais, pouvoir défendre cette cause, je pense qu'elle serait beaucoup plus juste, parce que nous laisser nous battre tout seuls, je trouve que c'est quelque part indigne de nos parts. Parce que souvent, j'entends des gens qui disent que oui, mais nous, les Africains qui viennent à Paris aujourd'hui, ils arrivent par les avions, alors que les Antillais sont avec la cale du bateau. Mais avant tout, nous sommes des humains et nous avons encore nos racines en Afrique où on est voyeurs. Moi, je ne le cache pas. Souvent, je dis que j'ai des racines indiennes et je ne m'en cache pas. J'en suis fier des racines africaines. Mais il faut que, à nos côtés, ces gens-là se battent pour que mondialement, ça soit reconnu un crime contre l'humanité, mais pas seulement qu'en France métropolitaine. C'est ce que j'avais à dire. Eh bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et Serge Romana, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Serge Je vais répondre à M. Philippe Pilotin. Je vais y répondre, mais ce serait bien que Dr Séjean puisse finir son intervention. Oui, je vais juste terminer parce que je ne vais pas rester très longtemps à l'antenne, parce que je suis moi-même en formation aujourd'hui, donc je me suis vraiment déplacée. Donc je voulais dire que les deux choses qui sont importantes, c'est au niveau émotionnel, ça a été quand même une décision qui a été collégiale, mais elle est collégiale parce qu'elle a été prise par l'ensemble de cette association, mais c'est une personne qui était en fait concernée. Donc je suis venue régulièrement au chevet de Serge à la demande de Viviane, donc c'est vraiment par pure amitié, pas spécialement parce que je suis investie à fond dans les problématiques de l'esclavage. Je suis moi-même aussi originaire d'esclaves et indienne comme ce monsieur, par la famille de ma mère. Et en fait, je suis vraiment venue par amitié parce que, étant donné que je suis un médecin de l'outre-mer, je suis présidente d'une association qui s'appelle Nutri-Créole, qui défend la nutrition. Il était hors de question pour moi d'envisager que j'ai un de mes compatriotes, en plus, même de manière confraternelle, un médecin en train de risquer sa vie dans le froid, devant le Sénat. Donc c'était absolument invraisemblable pour moi. Donc je me suis donc déplacée. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais dire que j'ai dû assumer en message privé et parfois directement sur mon mur, parce que je suis je travaille énormément sur les réseaux sociaux, et des invectives de personnes qui m'ont dit qu'il était hors de question de soutenir M. Romana parce que sa cause n'était pas bonne. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je l'ai soutenu de manière humaine. Et même, je pense que de toute façon, la cause que le CM98 défend, c'est une cause qui nous concerne tous. On peut ne pas être content, on ne peut ne pas être d'accord, mais de toute façon, personne ne peut nier que cette cause nous concerne tous. Alors, je suis venue en tant que personne, en tant que présidente d'association Nutri-Créole, et je suis venue là témoigner pour dire que vraiment, c'est un peu dommage. Ça a été une grande violence. C'est vraiment des mails d'une grande violence, des SMS d'une grande violence, pour dire que pratiquement il fallait que je laisse cet homme qui était en pleine lutte et que j'arrête parce que nous sommes en période électorale. Voilà. Et là, j'ai été un petit peu décontenancée. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir le dire à l'antenne.
Et je ne vais pas rester longtemps. J'entends ce que ce monsieur pose comme question. Je partie parce que je sais que vous êtes attendu. Oui. Juste une question. Nous avons entendu lors d'une intervention que Madame Roumana parlait un peu de son état de santé et disait qu'il est assez fort, mais qu'il avait perdu un peu de poids. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir eu peur ou écoutez, qu'il lui arrive quoi que ce soit? Moi, personnellement, je pense que Serge est une personne qui était déjà en bonne santé à la base. Voilà, avec des problématiques particulières. Madame Roumana elle-même est psychologue clinicienne et c'est une amie et une collègue avec laquelle je collabore. Donc, nous l'avons encadrée. J'ai fait, comme tout médecin, un bulletin de santé, une observation. Je suis venue, je me suis déplacée tous les jours à son chevet. Il a effectivement perdu du poids. C'était en rapport avec sa greffe et c'était un poids important. En pourcentage par rapport à son poids initial, mais il était suivi. J'avais exigé qu'il soit dans une chambre d'hôtel parce que les conditions climatiques étaient extrêmes. Alors quand je vois que sur Internet, j'ai reçu des vindictes en disant que nos ancêtres, les esclaves, n'avaient pas de tente. Mais enfin, ils n'avaient pas moins 3 degrés non plus. On est d'accord, hein, bon, vraiment, vous recevez des choses inadmissibles. Donc, ils n'avaient pas de tente. Donc, pourquoi M. Roumana n'est pas 24 heures sur 24, pratiquement tout nu devant le Sénat? Enfin, après, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Donc, en tout cas, j'avais exigé, vu les conditions climatiques, qu'il soit dans une chambre d'hôtel. Donc, il était bien encadré, mais il faisait la grève de la faim. C'est-à-dire qu'en fait, donc il perdait du poids, donc je surveillais à ce qu'il ne soit pas déshydraté. À un moment donné, eh bien, il y a une espèce le cerveau se déconnecte du corps, donc il disait, j'ai bu, alors qu'en fait, il n'avait pas du tout bu. Donc à ce moment-là, j'ai demandé qu'il soit vraiment suivi de manière plus serrée pour qu'on lui propose régulièrement des boissons. Donc ce qui fait que la tension, forcément, a diminué, a chuté, le poids a chuté. J'allais commencer à faire des investigations un petit peu plus importantes lorsque la greffe s'est arrêtée. Voilà. Mais il était suivi et de toute façon, de manière à ce que ça le sentait, parce que pour moi, le principe, c'est que d'accord qu'il fasse une grève de la faim, mais moi, je ne voulais pas qu'il meure. Voilà, parce qu'il faut savoir ça, c'est que c'est un risque. Vous avez le risque de mourir quand vous faites une grève de la faim. C'est quelque chose de très, très grave. Hein, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas comme disent... Moi, c'est pareil, j'ai entendu dire, c'est du chantage. Il fait du chantage en faisant une grève de la faim. Je pense que la personne qui dit ça, elle est assise dans son fauteuil. Hein, et elle n'était pas là comme nous sommes venus dans le froid. Hein, à genoux, hein, nous étions à genoux au chevet de Serge, parce que Serge était couché sur un matelas par terre. Hein, et que ce genre de personnes viennent dire ce genre de choses, moi je suis désolée. Hein, c'est une personne qui a pris ses responsabilités dans un cadre entouré avec des personnes. En tant que médecin, moi j'ai mon sacerdoce, je n'ai même pas de jugement à avoir. Alors si effectivement, je le dis vraiment ici à l'antenne, Serge était dans une éthique qui ne me correspond absolument pas. S'il était par exemple du Front National, j'aurais effectivement pu demander à un autre médecin de prendre ma place, parce qu'il n'y avait pas d'obligation. Mais à partir du moment où son éthique, pour moi, ne dépasse pas les frontières de ce que je peux supporter, eh bien, il était tout à fait légitime que tous les jours, j'aille m'agenouiller pour voir sa tension, son pouls, voir comment ça se passe. Et je trouve que c'est une personne qui est en bonne santé physique et en bonne santé morale. Et le fait d'avoir fait cette grève, donc être arrivé dans de telles extrémités, eh bien cela me conforte. Et je peux dire devant toutes les personnes qui nous écoutent que M. Roumana non seulement est en bonne santé physique, en bonne santé mentale, et aussi que cette santé est due à l'entourage qu'il a eu. D'accord. Parce que je crois que c'est ça la chose la plus importante, c'est que nous ne vivons pas seuls, nous sommes des êtres humains et que la solidarité est importante. Voilà. D'accord.
Voilà, donc je vais peut-être vous laisser, sauf si vous me laissez partir. On vous remercie de votre présence et surtout pour oui. votre témoignage et on vous dit à très bientôt alors. Oui, merci pour le soutien beaucoup. que vous portez pour Serge Romana. Voilà, alors merci à Viviane, merci à Serge et je vous remercie de m'avoir invité. Donc je vais filer parce que je suis en train de faire une formation et puis je souhaite que cette émission se continue dans le calme et dans le respect mutuel. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de Madame Romana, Serge Romana, lors d'une interview, vous dites que beaucoup de sénateurs ne vous ont ni reçu ni écouté. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, juste avant, je vais répondre à monsieur... Oui, Pilotin, s'il est toujours Pilotin, là. Mais même s'il n'est pas là, parce qu'on va oublier. Oui. Il est évident que l'Afrique a son devoir de mémoire à faire. C'est clair et net. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes partis trois fois donc au Bénin, que nous avons des rapports aussi avec le Congo, là actuellement, assez avancés, parce que nous pensons que nous avons retrouvé l'identité des personnes en 1948 qui étaient esclaves, qui ont été nommées, mais qui sont nées en Afrique. Et nous pensons que ces personnes doivent être honorées aussi en Afrique. Et donc nous sommes en train de travailler sur cette question qui rejoint probablement sa préoccupation. Nous sommes d'accord globalement avec sa préoccupation et nous y travaillons. Alors je vous repose la question. Lors d'une interview, vous dites que beaucoup de sénateurs ne vous ont ni cru, ni reçu, ni écouté. Très précisément, je dis cela, de façon que ça soit très clair. Lorsque le texte a été voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité, nous avons donc envoyé des demandes d'audition aux sénateurs et la plupart des sénateurs d'outre-mer nous ont reçus. Nous avons su que le sénateur Desplan voulait déposer un contre-amendement pour éliminer donc l'article 20A et nous n'avons pas cessé de l'avoir, de l'interpeller au téléphone pour qu'il puisse nous recevoir, pour qu'il puisse au moins avoir un point de vue différent de ce qu'il avait, puisque nous pensons qu'un sénateur doit non seulement défendre l'intérêt de ses administrés, des gens qui ont voté pour lui, et que lorsque quelque chose de nouveau arrive, il doit se faire une opinion, et pour se faire une opinion, il est important qu'il ait les avis de tout le monde. Ce sénateur a refusé de nous recevoir. Cette demande d'être reçu par nous a été relayée aussi par d'autres sénateurs de son même bord politique, en l'occurrence M. Cornano, ne pas le citer, et il a continué à refuser jusqu'au jour, ce mercredi 11, où il a accompli son acte criminel d'éliminer 20 ans de travail, de centaines de militants, un travail aimé et supporté par des milliers de personnes, et de façon aussi unilatérale. C'est un acte antidémocratique, un acte dictatorial, contre lequel justement nous nous sommes révoltés. Alors, si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez, pour tous ceux qui nous regardent, nous parler un peu de l'article 20A? Bien sûr, bien sûr. L'article, alors pour que les gens puissent bien comprendre, toutes les commémorations liées à l'esclavage sont aujourd'hui des commémorations officiellement de l'abolition de l'esclavage. Ça fait référence à la loi de 1983, du 30 juin 1983, gouvernement Pierre Mauroy. Et c'est cette disposition, cette loi de 1983 qui est relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, qui a donné lieu aux dates commémoratives en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et finalement à Mayotte. Dans l'article 20A, nous amendons, cet article 20A amende cette loi de 1983 en introduisant dans le titre, où il est marqué « Loi relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage », l'amendement introduit « et en hommage aux victimes de l'esclavage ». Enfin, les sans-noms rentrent dans la loi. Enfin, les oubliés, ceux qui ont souffert, les malheureux, ceux qui étaient dans les champs de canne à sucre, sous le fouet, le soleil, rentrent dans la loi pour être honorés et reconnus comme des hommes, comme des humains, comme des femmes, des hommes, comme des humains. Et en conséquence de quoi, dans la loi, officiellement, elle institue la journée du 10 mai comme une journée nationale, ce qui n'était pas dans la loi. Dans la loi, le 10 mai était hexagonal. Donc elle l'institue comme journée du 10 mai nationale
où on commémore tout ce qui est lié à l'abolition, les combats menés par les esclaves, les combats menés par les Français hexagonaux et la République elle-même qui abolit l'esclavage. Donc on honore l'abolition et tous les combats, d'accord? Et il introduit officiellement le 23 mai comme la journée d'hommage aux victimes de l'esclavage. Voici ce qu'est l'article 20A. Et je précise pour tous les téléspectateurs, il ne change rien au 22 mai, au 27 mai, au 10 juin, au 21 décembre et au 27 avril pour ce qui concerne Mayotte. Alors pour ceux qui prennent l'émission en cours, donc aujourd'hui donc c'est une édition spéciale consacrée à Serge Romana et au CM 98. Le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, le 09 53 54 62 72. N'hésitez pas d'appeler pour poser toutes vos questions. Alors une question, Madame Romana, que pensez-vous, quel a été votre sentiment, que pensez-vous de ce combat que Serge Romana est en train de mener pour le peuple, hein, je dirais? Écoutez, le jeudi, quand il me parle de sa décision en fait d'entamer cette grève de la faim. Je lui dis que je soutiens cette démarche et je lui dis même qu'il doit commencer le lendemain. Je lui donne aucun délai et surtout pas le lundi. Et je lui dis d'accord, ok, mais il faut commencer dès demain. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, il le sait aussi, les jours précédents, le mercredi, quand j'apprends que M. Desplan a donc fait retirer l'article de loi, dans le texte de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, je lui envoie un SMS et je lui dis on est pris dans un guet-apens. C'est-à-dire que si cet article-là n'est pas réintroduit, c'est terminé. Il ne pourra même pas retourner à l'Assemblée nationale. Et le combat que nous avons mené pendant 20 ans, c'est un combat que nous avons perdu. Et alors que nous étions quand même arrivés à avoir une reconnaissance, puisque l'article en question a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Comme je le dis toujours, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est 20 ans, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous reconnaissent quand même que nous avons suivi toujours la même ligne, nous avons dit toujours les mêmes choses depuis des années. Et nous avons accepté de revoir notre copie quand ce n'était pas satisfaisant. Et nous avons été convaincre, nos compatriotes, et nous avons mis en place effectivement une université populaire pour pouvoir diffuser cette histoire, pour mieux la connaître. Nous avons été auprès des associations antillaises, nous avons été voir aussi nos élus en France, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Et comme ça, lors d'une séance de la commission des lois au Sénat, M. Desplan achevait ce travail. Et moi, sur le coup, j'étais envahie par la colère, sans réaction possible. Je lui ai dit, c'est mort. On est pris dans un guet-apens, je ne vois pas. Et on ne trouvait pas, et je voudrais que les auditeurs le sachent, c'est que ça va se faire très vite. On apprend ça le mercredi, on n'a pas de solution. On n'a aucun sénateur on ne trouve pas de sénateur capable de déposer un amendement pour réintroduire l'article de loi. Et nous, on nous donne comme date, comme délai, le vendredi. Vendredi 17h, si on n'a pas un sénateur qui pose un amendement pour introduire, c'est terminé. Et là, il n'y a pas le choix. Moi, je suis dans la colère, et lui vient et il me dit, je fais une grève de la faim, j'ai plus rien à perdre, nous n'avons plus rien à perdre. Et c'est comme ça, bien évidemment, que je vais le soutenir et que nous allons le soutenir puisque nous aurons un conseil d'administration et que tous les administrateurs du CM 98, surpris, bien évidemment, d'une décision extrême, dans un premier temps, certains disent, mais président, tu n'as pas à faire tout ça, c'est aller trop loin et c'est pas grave. Enfin, presque en disant, bon, ok, on est prêt à admettre qu'on a perdu. Mais après, je crois que tout le monde a été conscient, effectivement, qu'au fond, c'était très compliqué pour nous de perdre ce combat. Et nous avons été rassurés. Et je pense que c'est aussi, justement, je pense que s'il est président du CM 98 depuis autant d'années, c'est parce qu'il a ce courage-là depuis très longtemps et qu'il a été capable, et là il nous l'a montré, d'être ce président qui était capable de faire ça. Permettez-moi de vous interrompre, nous allons partir vers le téléphone, si vous voulez bien. Merci. Allô? Oui, bonjour. Allô, oui. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Philippe Pichot. Qui nous appelle d'où?
de Besançon. On vous écoute, monsieur. Voilà, alors c'était à propos des dates de commémoration. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, alors quelle était votre question très précisément? Alors, Ben non, vous avez appelé donc pour intervenir par rapport à l'intervention, par rapport à la décision de Serge Romana. Donc vous avez appelé, je pense que c'est pour porter votre témoignage. Voilà, ok. Bon, effectivement, il faut bien prendre en compte qu'il y a beaucoup de dates de commémoration liées à l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage et de ses abolitions, que toutes participent à valoriser un pan de cette histoire, parce que c'est une histoire assez complexe et multiple. Ce sont des histoires régionales, il y a des grandes étapes historiques, et chaque date a vraiment un rôle extrêmement important. Vouloir résumer cette histoire et cette mémoire à une seule date, c'est effectivement de se couper des histoires locales, régionales, de certaines étapes historiques. Et c'est pas vraiment constructif. Le 10 mai a sa place dans le paysage national, le 23 mai est extrêmement important, comme le sont les dates en Outre-mer, mais également les autres dates internationales qui se déroulent en France, les dates de l'UNESCO, mais il y a aussi des dates locales et régionales en métropole. La mort de Toussaint Louverture, la date du 4 février, qu'effectivement toutes ces dates mobilisent différents publics et c'est extrêmement pour construire une mémoire. On va prendre un exemple qui est très parlant. Hier, c'était la journée internationale de commémoration de la Shoah. Il y a également le 8 mai qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et de toutes ses horreurs, mais également la journée des déportés fin avril, comme il y a la journée en hommage aux victimes de Vichy qui est en juillet. Donc la Seconde Guerre mondiale fait elle aussi l'objet de plusieurs dates multiples, avec des dates spécifiques pour les victimes de certains crimes, la communauté juive, les résistants, etc. Donc on ne résume pas la Seconde Guerre mondiale à une seule date, celle du 8 mai, mais il y a bien d'autres dates qui ont été instituées, qui sont reconnues, et personne n'a jamais demandé la suppression du 27 janvier, du 27 avril, du 16 juillet, qui sont les autres dates de commémoration. Alors pourquoi certains veulent absolument enlever cette date du 23 mai, c'est pas cohérent, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Effectivement, il y a eu ce mouvement pour contester la date du 23 mai, au prétexte que son institution officielle, alors qu'elle existe déjà, entraînerait une sorte de communautarisme mémoriel ou une sorte de racialisation, effectivement, de la mémoire. C'est absolument faux et totalement délirant. Nous, dans l'Est, on a beaucoup de lieux de mémoire, on commémore le 10 mai, où il y a des Noirs qui sont présents le 10 mai. Moi-même, je suis invité, et notre mouvement de mémoire sommes invités le 23 mai à Paris, il y a des Blancs, il y a des Noirs. Le 23 mai existe depuis 20 ans. Il n'était pas réservé qu'aux seuls Noirs, comme certains le laissent entendre, si jamais, effectivement, ces deux dates étaient mises sur un papier au même niveau. Donc, effectivement, il y a des manipulations assez nauséabondes pour essayer de faire croire que cette apparition du 23 mai et ces deux dates entraînerait une racialisation de la mémoire. Tout ça est absolument délirant, à tel point que même le sénateur Desplan, qui a contesté le 23 mai, n'a jamais utilisé cet argument d'une communautarisation, une racialisation de la mémoire, de même que l'opposition de droite, qui avait également shooté l'amendement, le groupe Les Républicains, n'a jamais utilisé cet argument que certains voulaient absolument leur faire dire. Donc voilà, donc effectivement, toute cette polémique n'a pas eu lieu d'être. Le 23 mai s'est imposé dans le paysage mémoriel depuis 20 ans. Il est connu et reconnu. Il ne concurrence absolument pas le 10 mai. Moi-même, j'en suis témoin puisque je participe aux deux cérémonies de commémoration. Voilà, donc tout ça, il y a plus un peu des petites polémiques ou des arrière-pensées. De toute façon, vraiment, les opposants au 23 mai ne représentaient qu'une petite frange d'intellectuels gauchistes de la rive gauche de Paris et pas vraiment les vrais acteurs du paysage mémoriel. Donc voilà, c'est... le débat est clos. Maintenant, on repart effectivement avec un paysage mémoriel très diffus, très varié, très pertinent, effectivement, à l'ensemble des acteurs d'être présents sur un maximum de dates. Merci. Voilà pour mon témoignage. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Peut-être que M. Serge Romana, vous voulez rajouter quelque chose après ce discours? En fait, Philippe Pichot, on travaille avec lui, c'est quand même le représentant de tout le réseau de l'Est de la France, qui est la route des abolitions et de l'esclavage et des droits de l'homme. C'est ce réseau qui s'occupe de Fort-de-Joux, qui s'occupe de Fessenheim, qui s'occupe de Champagné, qui s'occupe des Méranville, qui s'occupe des forêts de Mana,
C'est-à-dire, en fait, c'est un réseau qui représente la mémoire de l'abolition. Je dis ça parce que, effectivement, les critiques comme quoi il y a des choses pour les Noirs et pour les Blancs, cette mémoire doit unir. Et le rapport que l'on a avec les Français de l'Hexagone qui cultivent la mémoire de l'abolition a été pour nous une découverte et un enrichissement considérable. Nous travaillons la main dans la main actuellement. Voilà. Eh bien, en tout cas, monsieur, merci pour votre intervention. Eh bien, merci. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci. Au revoir. Alors, madame Romana, je vous laisse terminer. Alors, je terminerai sur l'importance des dates. Je voudrais simplement ajouter, il y a un argument qui a été utilisé par le sénateur Desplan. Il disait la chose suivante, il disait que le 23 mai était une date de trop parce que sur le même territoire, à 13 jours d'intervalle, il y avait effectivement 2 dates de commémoration en hexagone et que trop de commémoration tue la commémoration. Donc il parlait de la proximité effectivement des dates sur le même territoire et estimait que au fond, ce qui était traité le 23 mai, les victimes de l'esclavage, l'étaient tout autant le 10 mai. Alors je voudrais dire que ce n'est pas vrai et je vais m'en expliquer. Et pourquoi il faut 2 dates, et en dehors de tout ce que M. Pichot a pu dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si nous sommes battus pour qu'il y ait une date strictement réservée aux victimes de l'esclavage, n'oublions pas que pour un bon nombre d'entre nous, ces victimes de l'esclavage, ce sont nos aïeux, dont nous portons les noms aujourd'hui. C'est parce qu'en matière, justement, de victimologie, et nous le savons, et je prendrai un exemple pour que ce soit clair pour les auditeurs, il est admis que pour les descendants des victimes, que ce qui peut effectivement, en tout cas, apaiser une histoire qui a été particulièrement violente, ce qui est important, c'est une commémoration qui leur est strictement dédiée. Et dans cette commémoration, vous verrez que toutes les commémorations dédiées aux victimes, on ne va pas commémorer les victimes et autre chose. On commémore les victimes. Et ça, vous avez pu le voir. Je crois que si peut-être nous n'étions pas conscients de ça, nous avons ces derniers temps, malheureusement à cause des attentats et de toutes les victimes qu'il y a eu, vous avez vu le soin qui a été mis en place pour édifier des commémorations strictement réservées aux victimes, avec effectivement, ça ne se fait pas comme ça, un processus qui est pensé et qui permet de reconnaître la victime et pour les descendants de ces victimes, d'être soulagés par la reconnaissance et la commémoration. Nous, étrangement, nous sommes toujours exceptionnels. Depuis la nuit des temps, il a fallu effectivement oublier les victimes, ne penser qu'à ceux qui ont été les guerriers et qui ont permis effectivement l'abolition, sans imaginer qu'un tel crime contre l'humanité qui quand même aujourd'hui a été reconnu grâce à la loi Taubira qui elle-même met en exergue pour la première fois, qui leur donne un nom, qui dit que ce sont des victimes, ils n'avaient jamais été nommés victimes. Mais de fait, ce qui était attendu, c'était une commémoration spécifique. Et c'est ce que nous avons compris, nous, au CM98. Nous l'avons compris depuis un peu plus de temps que les autres, puisque nous l'avions compris depuis 1998 et que nous l'avons mis en place. Et donc, oui, il faut les différencier. Et donc, sur le territoire hexagonal, on n'a pas 2 dates en trop, il faut une date strictement réservée aux victimes. Et pour le coup, c'est le 23 mai. D'accord. Alors, juste une question. Après la décision de Félix Desplan, est-ce qu'il y a eu réparation ou pas pour les téléspectateurs qui nous regardent? Après la décision de retirer, oui. L'article A, oui. Est-ce que nous estimons aujourd'hui qu'il y a eu réparation pour nous? Pour ceux qui nous regardent, oui. Alors moi je dirais que ce qui a été surtout en tout cas un début pour nous de satisfaction et non pas de réparation, c'est que grâce à l'amendement des sénateurs Larcher, des sénateurs Arnel, d'une autre sénatrice dont je me souviens, Archambault, du écologiste, ces amendements ont été discutés en séance publique et ils ont été adoptés. Donc, l'article a été réintroduit dans le texte de loi. C'est une grande victoire. Et donc, forcément, c'est un combat qui est reconnu par tous ceux qui sont dans le combat depuis très longtemps. C'est pas une réparation, c'est une reconnaissance et qui nous permettra réellement de faire ce travail comme il se doit.
D'accord. Serge Romana, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de mener un combat que pour vous ou que pour le peuple? Le peuple, lorsque je parle du peuple, puisque c'est vrai que nous avons quand même pas mal de gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est un combat, je vous pose la question pour les téléspectateurs, est-ce que c'est un combat que vous menez donc, pour le peuple, les fils d'esclaves? Dans sa généralité, je parle. Je pense qu'il faut réfléchir à partir de ce qu'a dit le médecin. Franchement, faire une grève de la faim pour soi, il y a une contradiction. Parce que lorsque je sors avec 8-6 de tension d'une grève de la faim, il y a d'autres moyens de faire des actions pour sa propre gloire ou sa propre promotion. Hein. Franchement, ce n'est pas en général le moyen que l'on trouve pour ça. Mais je voulais simplement témoigner d'une petite chose. Le mercredi soir, Viviane a raconté, moi j'avais réunion avec le groupe base de données archives. Ce sont des militants qui passent leur temps à travailler dans les archives pour que justement un Antillais puisse avoir retrouvé l'identité de son aïeul. Aujourd'hui, jusqu'à 48, on est capable de le faire, mais là on est en train de remonter dans le temps. Et vous avez des militants qui travaillent là-dessus. Vous en avez certains qui passent leur nuit là-dessus. Moi, je savais la décision de ce qui allait se passer, ce qui s'était passé au Sénat. Et j'avais ces militants devant moi, des gens enthousiastes. Je savais que derrière eux, il y en a d'autres qui travaillent d'arrache-pied. Tous les jours, les gens travaillent dans cette association. On travaillait. C'est ce que j'avais, moi, dans ma tête. J'avais dans ma tête le crime qui avait été fait par rapport à ces gens-là. C'est ce qui me faisait souffrir profondément. Et la réaction que j'ai eue a été celle-là. Par rapport à ces militants qui travaillent depuis tant de temps pour reconstruire une mémoire acceptable pour nous tous. Maintenant, les gens doivent juger en fonction du travail qu'on a fait. Vous savez, moi je suis fier de ces militants parce qu'on voit la grève de la faim de Serge Romana. Mais ce que personne ne voit, sauf ceux qui étaient là, c'est que comme l'a dit le médecin, moi il était interdit pour moi de dormir dans la tente parce que je faisais une grève de la faim et pas une grève du froid, ni une grève du sommeil parce que on ne pouvait pas dormir dans la tente, ça circulait tout le temps, c'était pas possible. Donc de minuit à 8h du matin, à 7h30 du matin, j'étais donc dans la chambre. Eh bien, cette tente-là, elle était gardée par 4 militants différents, tous les jours. Toute la journée, j'étais jamais seul. Moi, je demande aux téléspectateurs de réfléchir bien à ceux qu'ils connaissent dans leur entourage. À quel type d'organisation, à quel type de personnes qui soient capables d'avoir un tel engagement dans leur vie de tous les jours. C'est parce qu'il y a cet engagement, parce qu'on sait la force de la cause pour laquelle on se bat, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons respectés, que nous soyons fiers et que nous soyons respectés. C'est comme ça qu'on pourra construire nos pays. Et bien lorsqu'on a une telle cause et qu'on sent que cette cause est menacée, c'est ça qui entraîne la résistance. Le basculement dans un acte fondamental. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on n'a pas de cause aussi forte, on peut se poser la question, mais pourquoi il fait ça? Mais nous savions, et l'association savait. Et je tiens vraiment à remercier tous ces militants. Et aussi à dire à chacun, cette association, elle est digne, elle est forte. Et c'est elle qui mérite d'être soutenue. C'est pas Serge Romana. C'est l'association. Moi, j'aurais rien pu faire sans cette association. Alors, puisque vous nous parlez de cette association, nous avons la présence du vice-président sur le plateau, que je souhaite la bienvenue. Mais juste une question, Serge Romana. Après le 18 janvier dernier, publiquement, le vice-président a attaqué directement Monsieur Félix Desplan en lui disant qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire la chasse à ces intellectuels qui vivent sur le fond des commerces de l'esclave. Que pensez-vous? Non, je pense que, vous savez, dans ce genre de choses, il y a des mots qui sont employés. D'accord? Ce n'est pas la position du CM98. Le CM98 a passé son temps à dire à M. Desplan de venir. Mais par contre, nous allons combattre. Nous allons combattre fermement un certain nombre mais combattre du point de vue des idées et du point de vue politique. Nous allons combattre quelqu'un comme Myriam Cothias. Nous allons combattre les gens de l'Institut Tout le Monde qui aujourd'hui sont tout seuls. Oui, nous allons combattre ces personnes. Nous allons les combattre par des armes politiques et des armes intellectuelles, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Et ce n'est que ça. Et ça ne va pas plus loin que ça.
Vice-président, bonjour. Bienvenue sur le plateau de cette édition spéciale consacrée à Serge Romana et le CM 98. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toute cette démarche qu'a entamé le CM 98 et bien sûr Serge Romana? Vous savez, c'est un combat fondamental. Chez nous, on dit en créole combat à la Sainte Famille. En tout cas, quand Serge m'a dit qu'il allait faire cette grève de la faim, je lui ai dit, il n'y a pas d'autre solution. J'ai été plus loin, je lui ai dit, tu commences, et si tu sens que tu flanches, je prends le relais. Et une question, puisque vous avez tenu quand même des propos ouvertement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait le revers de la médaille? Alors, c'est pas moi qui ai tenu ces propos, mais j'étais à côté de notre deuxième président qui a tenu ces propos. Mais je pense que Serge a bien répondu à la question. Pourquoi on a enlevé cet amendement? Quelles sont les bases théoriques de ce rejet? Quelles sont, Madame Séjean nous a dit tout à l'heure, docteur Séjean, qu'elle a été victime sur les réseaux sociaux de toute une série d'attaques personnelles. D'où ça vient? Eh bien nous allons chercher d'où ça vient. Mais le problème, il est au-delà de cela, parce que moi, je voudrais être le témoin ici de ce travail colossal qui a été et qui est fourni par cette association. Je voudrais vraiment que les téléspectateurs comprennent ce qui se fait. En 2006, je prends la direction d'un groupe de généalogie, on a appelé d'enchoucage aussi par la suite, où nous allons rechercher tous ces parents qui ont vécu en esclavage. Sur les 150 000 qui ont été libérés en Martinique en 1948, on a retrouvé le nom de 125 000 d'entre eux. Il faut que vous imaginiez que c'est du travail qui a duré 10 ans. Je vous dis un exemple à la Martinique, par exemple. Les documents ne sont pas aux archives en France. Eh bien, nos militants, quand ils rentraient en Martinique, dans leurs vacances, il y avait le passage obligé aux archives, faire des photocopies à leurs frais, nous ramener ces données à Paris. On fait rentrer tout ça dans les fichiers pour faire des bases de données. Donc ça prouve que le travail paye. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut respecter cela. On ne peut pas comme ça. Alors en plus, vous savez, les chercheurs maintenant, ils nous demandent nos bases de données. On les mettra à disposition de ces chercheurs. Nous avons fait, à la suite de cela, toute une série d'actions avec ces noms de nos parents que nous avons trouvés. Imaginez-vous que n'importe quel ancien, en tapant sur le site enchoucage.org, peut savoir si ses parents, son nom, a été donné au moment de l'esclavage colonial. Et ça a été encore plus loin. On sait maintenant où ils sont nés. Certains sont nés en Afrique. Il y en a 11 000 qu'on a répertoriés nés en Afrique. Avec cela, nous avons pu rentrer en contact avec notamment le Bénin, l'État du Bénin qui nous a reçus. On a été reçus par plusieurs ministres du Bénin et qui sont aujourd'hui prêts à faire au Bénin, sur la plage de Ouida, qui est le plus grand port où il y a eu l'exportation, la déportation de nos parents vers les Antilles. Ils sont donc prêts à faire sur ce port de Ouida un monument avec les noms de ces personnes qu'on a retrouvées nées en Afrique. Donc vous voyez, quand ça va si loin, on sait que c'est un travail fondamental qui est fait. Et on n'a pas le droit, et surtout quand on ne connaît pas, de dire qu'on règle ça de trait de plume. Je veux vraiment être le porte-parole de ces gens, de toutes ces personnes que j'ai l'honneur d'encadrer et qui nous font l'honneur de venir travailler avec nous tout le temps, qui donnent de l'argent, qui donnent leur temps. Je crois que c'est fondamental. Merci, madame Romana. Je voudrais dire que le vice-président en question devait être avec nous, oui. Gérard Timodan, mais il a eu un problème familial et malheureusement, je crois qu'il ne pourra pas être là. Mais je crois que ce qu'il faut rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, non, il n'y a pas une volonté de nuire aux intellectuels, puisque vous savez, le CM 98 a une université populaire qui est animée par un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, d'ailleurs pour la plupart reconnus dans leur discipline, et qui, de façon quasiment bénévole, interviennent depuis des années dans notre université populaire. Donc, et le travail que nous avons mené, c'est toujours justement en lien, en discussion avec un certain nombre d'historiens, de philosophes, de politologues, de sociologues, de généticiens, etc. Nous avons un respect de l'expertise, et c'est dans les échanges d'expertise que nous sommes arrivés à construire, avoir une position sur ce qu'il y avait à faire en matière de mémoire de l'esclavage et à pouvoir effectivement mettre en place effectivement ce travail. Ce que nous regrettons, et c'est ce que Gérard a dit certainement aussi, nous sommes fatigués et au moment où il prend la parole, il est épuisé comme nous tous. Gérard Timodan, je tiens à le dire et à le saluer, est celui qui a passé le plus de nuits blanches
c'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas. Beaucoup de nos camarades, et c'est pour ça que je pense que Serge en est d'accord, qu'on a envie de les saluer, parce que certains jeûnaient et en même temps ne dormaient pas de minuit à 6 heures du matin, et ils ne pouvaient pas se coucher parce qu'il faisait trop froid, donc ils étaient debout la plupart du temps. Gérard en fait partie, et donc Gérard, ce qu'il a voulu dire, c'est ce qui est inadmissible, et ça je le rejoins, c'est que des intellectuels, des universitaires qui n'ont pas de pratique se permettent de dessiner ce que devrait être la mémoire de l'esclavage au nom de leur statut universitaire. Et ça, non, c'est pas acceptable. D'accord. Alors, nous allons partir vers le téléphone. Allô, bonjour. Oui, alors bonjour. Votre... Oui. Excusez-moi, que j'ai un monopole de l'antenne, mais j'ai une question très importante à poser à nos compatriotes sur le plateau. Voilà, c'est une question qui me tracasse depuis bien des années, parce que j'ai essayé de mon côté, quand j'étais en Afrique, d'initier un vol d'avion sur Goué et Ouida. Ce sont des endroits que j'ai visités. J'ai voulu, un jour avant de partir, de mourir dans ce monde, d'aller voir un peu tous nos parents par terre. Je pense qu'il serait souhaitable, parce que j'avais été voir même Air Caraïbes et même Air France pour essayer de mettre en place des avions, des charters, peu importe comment on appellerait ça. J'avais des relations aussi au Sénégal et en Côte d'Ivoire et au Bénin aussi, pour voir initier ça. Malheureusement, les compagnies m'ont fait fond bon. Alors, je lance l'appel à Serge et à Gérard toute la bande. Est-ce qu'ils ne peuvent pas, de leur côté, vu qu'ils sont plus à même de mener ce combat que moi, parce qu'ils ont déjà plus d'années d'expérience que moi dans ce domaine, c'est de faire chaque année, au mois de mars ou au mois de mai, tout au long de l'année, des charters, des avions qui permettraient à nos compatriotes d'aller voir un peu d'où venait leur en tête. Ce serait bien, parce que beaucoup de gens parlent d'esclavage, souvent des jeunes qui disent je suis comme je suis, ça cause d'esclavage, mais aucun d'eux ne demande, ne fait l'effort d'aller voir un peu tout par leurs parents. Donc je pense que ce travail serait bien que ça commence comme ça déjà. Donc est-ce que Serge pourrait travailler de ce sens-là, de façon à initier ce projet? Je pense que j'ai lancé, puisque j'avais écrit aux ambassades de France et de ces pays-là, ils étaient d'accord, mais malheureusement, ce qui faisait tout bon, ce sont les compagnies aériennes. Voilà. Alors, il va vous répondre, Philippe Pélotin. Mais Philippe, oui. il est grand temps que tu rejoignes le CM 98. Que tu prennes cette responsabilité à l'intérieur du CM 98. C'est une question fondamentale. Lorsque nous avons été au Bénin, c'est ce qui nous a frappé. Le Bénin est un livre d'histoire à J-1 des Antilles. C'est extraordinaire. C'est un témoignage historique fondamental. Donc, tu as raison et on doit prendre un contact direct pour voir comment tout ceci peut s'organiser. Et d'autant plus, Serge, d'autant plus que l'Afrique est près des Antilles. Donc, ce serait plus facile encore pour les Antillais de partir, même une semaine ou 4 jours, 5 jours. On t'attend. Ce serait bien. On t'attend. À tout de suite. Ok. Mais ce qu'on peut rajouter sur cette question, le problème, c'est que dans les contacts qu'on a eus très étroits et à 3 reprises avec les dirigeants du Bénin, c'est que cette question figure, elle est mise à l'ordre du jour. Alors, elle n'est pas à l'ordre du jour concret, mais ça vient. Par exemple, nous avons rencontré des voyagistes qui, quand ils ont surtout entendu cette question du mur des noms que nous voulons faire à Ouida, ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à imaginer et à faire. Et je pense que les choses cheminent et je pense qu'on aura des réponses. Mais enfin, c'est vrai qu'on l'attend. On t'attend. Je peux être satisfait parce que ça fait des années que je me suis battu pour ça. Ok. Si ça voit le jour, ce sera un projet formidable, et ne serait-ce que pour l'économie de ces pays-là, et même pour les Antilles, ce serait une chose formidable. Philippe. Ça permettrait de lier le contact, puisqu'on n'a pas besoin de passer par la France. Philippe. En Afrique, nous sommes aux Antilles. Philippe. Donc, c'est des compagnies qui font que ce voyage-là. Ce serait bien aussi. Philippe. Voilà, des échanges culturels. Philippe, on dit chez nous pas babouche tape. Et viens nous voir. Voilà. Merci Philippe Pélotin pour votre intervention qui a été très riche pour tout le monde. Alors j'ai une question, Serge Oumana. Pensez-vous que l'esclavage existe toujours? Si oui, sous quelle forme? Ah oui, l'esclavage existe. Il existe. Moi j'ai vu des esclaves. Hein. On en a vu dans notre association. On les a invités. On a vu en particulier les Aratines de Mauritanie. L'esclavage est soi-disant aboli en Mauritanie depuis 81, mais il existe des associations. Vous tapez Aratine, Association des Aratines d'Europe, vous allez tomber sur M. Oud Siré, et vous verrez le combat que mènent les esclaves et leurs descendants en Mauritanie contre l'esclavage.
Nous avons eu l'occasion d'organiser 2-3 réunions avec eux et nous avons été surpris du témoignage. On l'a d'ailleurs filmé, mais on ne peut pas mettre ça à l'antenne. On a le témoignage filmé d'un jeune qui a fui, mais qui est esclave, là, aujourd'hui. On a eu un qui est venu témoigner plus directement. Et là, vous voyez, par rapport à ceux qui racontent des histoires sur les esclaves, les résistants, tout ce que vous voulez, puis les mythes, etc., je peux vous assurer que être esclave, c'est quelque chose de difficile. Le regard, en fait, de ces jeunes qui étaient esclaves est dramatique. Excusez-moi, nous allons partir avec le téléphone. Allô, bonjour. Allô. Votre prénom, s'il vous plaît. Allô, c'est Cyril. Je dis à passer à l'antenne. C'est Oui. Cyril Aubert-Oulier. Oui. Ouais. Voilà, je voulais vous dire, c'est très bien ce que fait M. Oumana. Parce que mon père pensait que moi, ma technique, il fait ça pendant plusieurs heures, de rester dans Frédia. Et puis, fait tout ça. En cas, souhaiter vraiment bon courage et puis continuer dans cette voie. C'est bien ça notre café à nous, les Antillais. Au niveau préforme, au niveau CM98, tout ça. Mais il y a un truc que je soulever quand même, parce qu'on n'a pas écrit dans l'instant, non. C'est, mon cas, c'est très loin de la communauté, en fait. Mon cas, pas dit, moi, pas dit ça et puis plotter. Moi, des problèmes de plus au PDHL, mon cas, ici, réglé. Bon, en état, on commencé, vraiment. Ça a ici d'avancer, mais on a méprisé moins au niveau au PDHL. Mon cas, penser en lot entier qui constate. Ok? Bon, il y a l'autre chose qui, hier, mon cas, au PDHL, m'a montré des mondes. C'est des mondes qui sont dans l'arrière au Béoulier. C'est en Martiniquais et puis en Guadeloupéenne. C'est mon autre dans l'arrière même. On est obligé d'ailleurs, on était en héroïque, on est obligé d'ailleurs ça, il m'a dit, là, on peut rencontrer eux. Je dis, moi, on peut rencontrer eux pour Tauti à Béoulier. Parce que moi, à la limite, pour de la Villette au Béoulier. Donc, c'est pas là qu'habiter. Alors, on m'a dit, oh, moi qui ai passé de temps en temps, ben, il y a une force. Mais ça, il y a, c'est que c'est mon tas très loin. Alors, moi qui ai essayé d'ailleurs l'adresse de M. Calif à Porte de la Chapelle. Mais de notre côté, est-ce que nous ne pouvons pas essayer de faire des mondes comme ça? C'est pas uniquement au Béoulier, mais des mondes qui dans la rivière. Qui ça nous peut faire d'ailleurs? Parce que moi, tout seul, je ne peux pas aider tout le monde. C'est pour moi, pas Jésus, en fait. Mais parce qu'on a senti les autres très loin. Ça, bien ça, le café, parce qu'il faut nous faire des marches. Vous devez nous faire le peuple aller de l'avant. Mais de notre côté, nous très loin des autres. C'est ça aussi. Nous tout seuls. Comme on est capable, comme on est tout seul, depuis 1990, depuis au PDHL. On changé le logement à cause de l'incivilité du voisinage. Et là, ils mettent moi encore pire. Et au PDHL, on a fait, le risque que moi, 100 nègres en 1996. Des gens qui au PDHL, vous fait travaux. Et moi, tout ça, capable comme moi. Ouais, donc, nous sommes très loin, nous, en fait. C'est plus ça, le café, mais il faut nous essayer d'aller faire le peuple avancer encore mieux. Mais mon café, vous êtes quand même un bon courage, quand même, parce que c'est très bien ça, le café. Il ne faut pas nous laisser, il ne faut pas nous donner aller dans ce sens. Mais de notre côté, si on 98, le préférence est très, très loin. C'est dommage. Mais c'est pas pour dire que on ne peut pas faire tout ça là de seul coup, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais franchement, mais ma carrière a bon courage quand même. Moi, ému là, quand les choses des autres, mais bon courage, je vais continuer à commencer. Mais bon courage, je vais souhaiter de bonne continuité. T'as qui prénom, hein? Cyril. Ben, Cyril intervient. Je peux téléphoner moi justement, mais ma carte en anti coup de fil, peut-être qu'on peut discuter au antenne. Ça va être fait. Ouais, il n'y a pas de. Il y a Serge Romana qui va vous répondre. Non, mais des mots, 4 paroles, hein, Cyril. Hein. Ouais, en 4 merci. Allez, bon courage. Oui, des mots, 4 paroles. On a quoi on dit en bitin, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire tout bitin. Par exemple, on peut faire en loto, on des chevaux, peut faire ça en caterpillar café. Par rapport à ça qui a passé en là, on a raison, c'est-à-dire que faut ni des gens qui travaillent, qui pensé qu'Alix qui a fait un bel travail, qui a pensé si vous voulez, là on regarde des gens qui ont CM98, c'est vraiment mon peuple là, hein, pas pour un grand intellectuel, bon, moi un médecin, tout médecin c'est réel, Viviane psychologue, mais par exemple Viviane crée un centre, le centre d'aide aux familles matrifocales et monoparentales, qui a occupé au jour le jour des questions sociales. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, on a raison, c'est en structure sociale qu'il faut aider certainement en structure sociale contre la il faut créer d'autres structures sociales. Et donc, ça a préoccupé nous, ça, on a dit là. Ça a vraiment son préoccupation. Peut-être Viviane qui peut dire des mots, c'est ça. Enfin, moi, sans cacouet, c'est que on a besoin, en fait, de relais. Excusez-moi, je suis désolé. Je vois partir dans le téléphone. Allô? Ah oui, d'accord. Après, alors. Allô? Oui, hein? Bonjour, votre prénom, s'il vous plaît? Mathieu.
Qui nous appelle d'où? J'appelle de Neuilly-sur-Marne. D'accord, on vous écoute. Voilà. Eh bien, je voulais dire à Serge que je connais assez bien, j'ai participé à pas mal de manifestations avec lui. Je pense que nous l'avons perdu. Allô? Je Malheureusement, voulais dire déjà bonjour à Serge que je connais. Bien, bonjour. J'ai participé à pas mal de manifestations avec lui. Oui, allô? Nous quoi écouter? Bon. Il est sur un portable. Ouais, ça marche pas. Bien, continue. alors, nous allons continuer avec, si le téléspectateur nous entend, nous allons... Oui? Bonjour. On vous écoute, monsieur. Ouais, mais moi, pas attendre. Ah, d'accord. Voilà, je voulais dire à Serge que j'ai participé pas mal. Est-ce que vous pouvez baisser sur votre télévision, s'il vous plaît? Ouais. Allô? Baissez sur votre téléviseur, sans doute il y a un retour, ça fait de l'arsène. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, je voulais dire bonjour à Serge déjà, et puis pour lui dire que j'ai participé à beaucoup d'émissions et beaucoup de manifestations avec lui. Ce qu'il fait, c'est quelque chose de formidable, et c'est très bien qu'il continue à aider les consciences, parce que quelquefois on se perd. On a le sentiment qu'on peut tout, et en oubliant ce que nous sommes. Et il faut commencer par savoir ce que nous sommes pour qu'on puisse aller vers l'avant. En tout cas, ce qu'il fait, moi, je participe à chaque fois où j'ai l'occasion d'être auprès de lui. Mais il me connaît, moi je le connais, on a eu l'occasion de discuter, il suffit seulement qu'il me voie, il saura. En tout cas, Serge, beaucoup à Tchébéret, Pamoli, et nous qui là, en tout cas, moi, je suis toujours là côté pour nous aller devant. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée pour vous aussi. Alors, je vais vous laisser terminer, puisque l'émission touche à sa fin, Madame Romana. Je vais vous laisser terminer votre... La question qui a été posée tout à l'heure, elle est tellement juste. C'est vrai qu'il y a des questions que nous abordons. Nous avons fait le choix de la question mémorielle. Il faut savoir effectivement qu'il y a d'autres interventions. Moi, j'interviens sur les questions familiales. Le docteur Ségin intervient sur les questions effectivement de nutrition, de santé, de bien-être. Le CREFORM a pour objectif de répondre aux besoins matériels et moraux de notre communauté. Il y a la case créole, la case sociale qui intervient auprès des plus défavorisés. Mais effectivement, peut-être ce qu'il manque, c'est qu'il y ait une jonction, c'est-à-dire que les gens sachent exactement qui interpeller au moment où ils sont en difficulté. Et peut-être ça manque. Et c'est pour ça que je disais qu'il manquait peut-être à identifier des médiateurs. Peut-être que le CREFORM peut jouer ce rôle-là. Je pense qu'il ne faut pas ajouter d'autres acteurs, mais à la fois le CREFORM, mais aussi ne pas oublier les élus aussi que nous avons dans la communauté qui peuvent aussi être des relais et des médiateurs. Et quel serait votre mot de la fin? Moi, je laisserai le mot de la fin. Je vais revenir vers lui. D'accord. Alors moi, le mot de la fin, c'est de dire, je tiens à dire à quel point ce combat, il a été épuisant. On est tous sortis très fatigués de là. Ce qui est important, c'est qu'on a gagné. Et ça aussi, je pense que les téléspectateurs doivent le savoir. On a gagné. Et je suis heureuse de voir en fait que dans ce combat qui était décisif, tous nos membres, nos sympathisants, nos militants se sont remobilisés. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire. Merci à vous tous. J'étais fière de notre association. Je me suis rendu compte à quel point, en 20 ans, on avait fait un travail extraordinaire. Même ceux qui étaient partis sont revenus. Et c'était vraiment une émotion très forte. Et je tiens à remercier le président du CEM 98, Serge, parce que je crois que si on fait ça aussi, il faut toujours un leader. Et c'est le leader qui nous a permis d'aller jusque-là et qui nous permet effectivement de terminer un travail de 20 ans. On pourra passer à autre chose. Et il pourra aussi, à ce moment-là, passer le relais, parce que je crois que cette étape-là, elle était décisive. Vice-président? Oui, bien sûr. Moi, quel serait votre message? Mon message, c'est la vigilance
Et je demande à nos compatriotes de prêter une attention beaucoup plus précise au CM98, à ces gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas. Vous savez, dès le lendemain de la grève, il y en a qui m'ont dit, bon, quand est-ce qu'on fait la réunion de la commission de travail sous les noms? Ça veut dire que les gens, ils ont une conscience très précise que le combat, le président a engagé sa vie dans ce combat. Et il y en a qui nous ont dit au conseil d'administration, mais tu mets la barre trop haut, mais on ne pourra pas faire comme toi. La question n'est pas de faire comme lui. La question est de faire ce que chacun a à faire. Chacun a apporté sa petite contribution. C'est lire un dossier, c'est apporter un fichier. Il n'y a pas de petites tâches et de grandes tâches. Il faut aller de l'avant. Absolument. Et il faut vraiment que je demande à la communauté d'être beaucoup plus attentive à cette association qui mérite, à mon avis, qu'on l'aime plus que... Serge Romana, c'est vrai que nous avons passé 1 heure ensemble, donc un très très bon moment. J'espère que ça vous a donné la possibilité de dire ce que vous aviez à dire. En tout cas, on remercie OM5 Télévision de nous avoir donné cette possibilité. Si cela peut être un cri de révolte, quel serait votre mot de la fin? Votre message pour les téléspectateurs qui nous regardent? Mais je crois que alors, effectivement, la première chose, il faut remercier donc OM5 TV, puisque c'est la seule TV qui nous a permis de faire un bilan de ce mouvement qui n'est pas banal. Donc, merci beaucoup de donner cette opportunité. La deuxième chose, c'est que il ne faut jamais se coucher. C'est ça le truc. Il ne faut jamais se coucher lorsque vous êtes certain, vous êtes persuadé que le combat que vous menez est un combat qui est important. Ne jamais se coucher. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des descendants d'esclaves. Nous sommes des descendants de personnes qui ont survécu dans des conditions compliquées. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas à nous coucher lorsqu'il s'agit de choses aussi fondamentales que notre identité, que nos ascendants, que la mémoire de nos aïeux. Moi, je confirme ce que Viviane a dit. Nous avons gagné 2 grandes victoires. Une à l'Assemblée nationale, l'unanimité. Mais là, ça s'est passé rapidement. La deuxième victoire, elle est double. Elle est d'abord parce qu'on a gagné la réintroduction et que le Sénat, qui est à droite, je le rappelle, l'Assemblée nationale est à gauche, le Sénat à droite a voté l'amendement Larcher et l'amendement Armel. Donc, vous voyez un peu la force du travail. Mais moi, la deuxième victoire, c'est le fait que l'amendement n'a pas été réintroduit que par des sénateurs d'outre-mer. Il a été introduit par 40 sénateurs de Seine-et-Marne, de Hautes-Pyrénées, du Cantal, du Jura, de la Creuse, bref, de la France entière. Ça veut dire que cette histoire, c'est comme ça qu'on décloisonne cette histoire. On l'a décloisonnée par le combat. Et je suis fier de nous. Je suis fier de ce combat. Je pense qu'il y a quelque chose de très clair. Je finirai là-dessus. Je crois qu'il n'y a plus personne qui va douter de l'engagement que l'on a pour ce combat. Et avant de faire un acte contre cette mémoire, je crois que les gens vont regarder maintenant 2 fois. Ouais, fermement. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de OM5 TV, donc à cette édition spéciale consacrée à Serge Romana et au CM98. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec nous et on vous dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bon.